Le KV fut le symbole de la volonté de faire de la Russie communiste de surpasser la puissance militaire, blindée et industrielle de l'Ouest capitaliste durant la Seconde Guerre mondiale. En 1941, il était le char le plus moderne. Il fit ses preuves lors de la campagne de Finlande et en 1941, il était alors le char le plus puissant du monde. La conception robuste des KV obligea même les ingénieurs allemands à développer un char suffisamment puissant pour y faire face. En 1945, il était passé du stade d'engin brutal à celui d'arme de guerre dévastatrice. Durant la première moitié du XXe siècle, la Russie se transforma. De pays rural, elle devint un colosse industriel qui, en 1941, était capable de produire le char le plus solide du monde. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, étaient sortis de ces usines plus de chars que dans celles de l'Allemagne et des États-Unis réunis. Mais la Russie était venue relativement tard à la construction de chars. Les Russes n'avaient eu aucune expérience du combat blindé lors de la Première Guerre mondiale. Dans les grands espaces du front de l'Est, la cavalerie était plus efficace qu'elle ne l'avait jamais été sur le front de l'Ouest, ce qui n'incite pas à la mécanisation sur ce théâtre d'opération. La première fois que les Russes affrontèrent les chars, ce fut lors de la guerre civile de 1919, lorsque les bolcheviks qui avaient pris le pouvoir en 1917 chassèrent les Russes blancs, composés de mencheviks et de monarchistes soutenus par les Britanniques, les Français et les Américains, qui, entre autres, leur livraient des chars en grand nombre. Les bolcheviks en capturèrent quelques-uns et s'en servirent, mais les chars n'eurent qu'un impact limité sur les événements de la guerre civile russe. Les automitrailleuses et les trains furent beaucoup plus importants que les chars, contrairement à une idée reçue. Il y a clairement une scission entre les soldats russes professionnels et ces nombreux militants issus de l'idéologie marxiste-léniniste qui servirent avec la première armée de cavalerie loyaux à Staline dans sa lutte avec les trotskistes, qui étaient Boudény et Borochelov, plus enclins à la doctrine de l'infanterie appuyée par la cavalerie qu'à l'utilisation des blindés. Pendant les années 20, les stratèges militaires étudièrent en profondeur leurs manœuvres tactiques. En analysant divers engagements de la Grande Guerre, ils définirent ce qu'allait être la guerre du futur. Leurs analyses amenèrent au développement d'une doctrine d'emploi qui serait connue sous le nom de bataille en profondeur. Les Russes en arrivèrent à la conclusion que les batailles futures se feraient en terrain ouvert. Ce concept de bataille en profondeur n'était pas si différent de l'idée des Little Earths britanniques ou du Blitzkrieg allemand. Toute la pensée militaire russe reposait sur l'idée qu'il fallait des chars lourds pour ouvrir une brèche dans les défenses adverses, afin que l'infanterie puisse s'y engouffrer, suivie par des chars légers qui s'enfonceraient dans la profondeur du territoire ennemi pour faire plier celui-ci. C'est donc un concept très offensif, en rupture avec la guerre des tranchées de la Première Guerre mondiale. Les Russes l'adoptèrent parce qu'ils voulaient mener une guerre offensive et parce qu'ils croyaient en des opérations mobiles indépendantes du type de celles menées par la cavalerie pendant la guerre civile. Cela rejoignait leur intérêt pour l'utilisation d'automitrailleuses et de véhicules de tout type. Donc en 1930, Tukhachevsky, qui était à la tête du matériel de l'armée rouge, devint le meilleur avocat du concept de la bataille en profondeur, qui fut réellement adopté en 1932-33 comme principale doctrine dans l'armée rouge.
Les Soviétiques savaient que pour défaire la coalition capitaliste, ils devraient moderniser leurs troupes avec des armes et des blindés largement supérieurs à ceux de leurs ennemis. Mais il manquait à la Russie l'industrie nécessaire pour équiper une armée du XXe siècle. Staline trouva rapidement une solution radicale à ce problème. Le plan quinquennal. En 1928, Staline décide d'un programme drastique afin de relancer la production. Ce fut l'industrialisation du pays à une vitesse encore jamais vue. La Russie fut vaincue en 1914-1918 parce qu'elle était en retard. Elle fut vaincue lors de nombreuses autres guerres car elle était toujours à la traîne, essayant de rattraper ses voisins. Et toute l'idée de Staline dans les années 30 fut que la Russie ne pouvait plus se permettre d'être en retard sur les autres nations. Elle devait se doter d'une armée moderne. Il n'était pas le seul à penser ainsi, car tous les dirigeants de la Russie depuis Pierre le Grand avaient essayé de rattraper l'Ouest en favorisant la modernisation de l'État à des fins militaires. Staline prévoyait d'user de sa position de dirigeant pour imposer un programme d'industrialisation draconien. Cela signifiait prendre l'argent du peuple et l'injecter dans sa faible armée pour augmenter la production d'armement. Appelé plan quinquennal, ce projet devait donner à la Russie l'opportunité de moderniser son armée, voire de dépasser celle de l'Ouest capitaliste. Ainsi que les années 30 le montraient, la Russie était à deux doigts d'une campagne d'industrialisation sans précédent. Tandis qu'elle affamait son peuple, l'argent était injecté dans le développement d'une puissante industrie militaire. De 1927 à 1932, Staline mena son premier plan quinquennal concernant l'industrialisation. Il s'agissait d'importer des technologies, de construire des tracteurs, des voitures et autres véhicules, des avions. Il s'agissait aussi de la défense nationale. Et lorsque Staline essaya d'imposer l'idée d'une industrialisation rapide, il la justifia en arguant d'une modernisation radicale des armées. Staline avait cette vision très forte du socialisme d'un pays. L'idée que les pays capitalistes chercheraient à détruire l'Union soviétique et sa vision alternative du marxisme-léninisme s'imposa aux idéologues comme à Staline et les incita à se préparer à répondre aux puissances occidentales sans hésitation. Je pense que ces blindés constituèrent certainement un moyen pour l'Union soviétique de s'assurer de la disponibilité d'une grande force blindée. En 1931, un gigantesque programme de construction de chars fut lancé. Durant les années qui suivirent, un certain nombre de chars furent produits et les ingénieurs soviétiques les expérimentaient sous différentes configurations. Le principal char qui émergea lors des années 30 fut le T2. Un lot fut envoyé en Espagne pour aider la cause républicaine. Ce fut un baptême du feu qui marqua un tournant dans l'évolution des chars soviétiques. La guerre civile espagnole eut un gros impact sur le développement des véhicules blindés russes. Ce fut leur première confrontation avec les Allemands, et leurs chars furent confrontés à des armes anti-chars à haute vitesse initiale. Les premières furent les petits canons anti-chars de 37 mm. Mais vers la fin du conflit, la Légion Condor commença à utiliser le canon de 88 mm comme arme anti-char. Les Russes réalisèrent rapidement qu'ils allaient devoir surblinder et surarmer radicalement leurs véhicules. Commença alors une course qu'ils prirent bien plus au sérieux que les Allemands. Le résultat de cette expérience en Espagne fut une importante leçon tactique pour les Russes. Ils avaient de meilleurs chars et allaient adopter le diesel, source d'énergie plus fiable. Paradoxalement, les Soviétiques tirèrent une mauvaise leçon tactique pensant qu'on ne pouvait utiliser les chars seuls, mais ce qu'ils apprirent en Espagne leur permit de produire de meilleurs chars.
Pendant que les chars russes étaient déployés en Espagne, Staline lança une campagne de terreur qui allait durer 18 mois, connue plus tard sous le nom de purge stalinienne. Alors que l'armée rouge s'agrandissait, Staline développa une paranoïa, suspectant ses officiers d'être des sympathisants tsaristes qui complotaient pour le renverser. Il dressa une liste d'opposants supposés et les fit éliminer ou envoyer en camp de concentration. Les conséquences sur l'armée rouge furent dévastatrices. 3 des 5 maréchaux de toute l'Union soviétique ont ainsi disparu. Et 75 des 85 chefs suprêmes, généraux et lieutenants généraux, furent éliminés sur une période de 12 à 18 mois. Au niveau des divisions, plus de la moitié des officiers supérieurs furent assassinés ou, dans certains cas, envoyés au goulag. Certains de ces officiers allaient évidemment être repris en 1941 et 1942. Mais lorsque la guerre contre l'Allemagne éclata, la moitié d'entre eux avaient déjà été éliminés. Ceux qui restèrent à leur poste, du général au lieutenant, firent extrêmement attention à ne pas prendre une décision, une initiative ou toute autre chose qui aurait pu leur attirer les foudres du commissaire et du parti. Dans un sens, cela nivela le professionnalisme de l'armée rouge par le bas jusqu'en 1941. La paranoïa de Staline et les purges qui en découlèrent firent beaucoup de dégâts sur la structure de son armée et ses fondations. Le résultat fut une armée lourde, mal commandée et un service de renseignement faible. Le char KV, un monstre d'acier. À la fin des années 30, les ingénieurs russes expérimentèrent un grand nombre de concepts de chars. L'expérience des chars russes lors de la guerre civile d'Espagne avait clairement démontré les faiblesses de leurs blindés contre les canons anti-chars de 37 mm allemands. Ainsi, en 1937, la direction des forces armées émit de nouvelles spécifications. Les prochains chars lourds devraient être suffisamment protégés pour encaisser un tir de canon de 76,2 mm et ils seraient propulsés par un moteur diesel. Plusieurs modèles furent produits, l'un d'entre eux était le KV. Le KV fut baptisé d'après le nom de Klimanty Voroshilov, le commissaire à la défense du peuple soviétique. Il était manœuvré par un équipage de 5 hommes. Il était armé d'un canon de 76,2 mm et de 3 mitrailleuses de 7,62 mm. Son blindage atteignait une épaisseur de 106 mm. Le KV était motorisé par un V12 diesel développant 500 chevaux avec une autonomie de 225 km et une vitesse sur route de 35 km/h. Le char pesait 46 tonnes, ce qui est assez lourd. Et l'un des inconvénients déjà à ce moment-là était qu'il ne pouvait suivre le T-34. Il intégrait quelques avancées technologiques, comme la suspension à barre de torsion et le démarreur à air comprimé, mais d'une manière générale, il était trop long. Et l'ensemble de direction assez primitif était son point faible. Malgré sa faible vitesse, le KV-1 tirait pleinement parti de son moteur V2. Le V2 était un excellent moteur, simple à entretenir, et il avait le gros avantage d'être un moteur diesel, plus facile à démarrer en hiver, avec moins de problèmes d'allumage et moins de problèmes de refroidissement. Quand on y pense, ce moteur n'a pas vraiment changé jusqu'à la fin des années 60. Et les Russes utilisèrent peu ou prou le même moteur sur tous leurs chars.
La guerre russo-finlandaise. À la fin des années 30, Staline craignait de plus en plus une invasion de la Russie par l'Ouest. Cette peur était renforcée par le fait que Leningrad, avec ses 3,5 millions d'habitants, n'était situé qu'à 32 km de la frontière finlandaise. Staline rencontra le gouvernement finlandais et émit un certain nombre de requêtes, notamment l'installation d'une base navale. Toutes lui furent refusées. Alors, en novembre 1939, il ordonna l'invasion de la Finlande. Sur le papier, l'armée rouge avait un énorme avantage grâce à une large supériorité numérique de 5 pour 1 par rapport à la petite armée finlandaise. Elle alignait plus de 1500 chars, dont des KV. Malgré tout, la campagne tourna au désastre pour la Russie. La bataille de Finlande fut une étrange guerre, car elle ne permettait pas vraiment le genre d'opération autonome comme celle prévue par le concept de bataille en profondeur. Ce fut plus une sorte de grande guerre qu'autre chose qui allait se dérouler, en particulier lorsqu'il fallut traverser la ligne de Mannerheim, qui n'est autre que la ligne de fortification finlandaise entre Leningrad et la Finlande. Elle était très dure à briser, avec ses mines, ses canons anti-chars, ses blocs de béton, etc. Pour attaquer les fortifications avec succès, les Soviétiques savaient qu'ils devaient mener une attaque concentrée et continue. Néanmoins, les effets des purges staliniennes sur l'armée rouge commençaient à se faire sentir. Les hommes étaient mal entraînés et la plupart de leurs chars n'étaient pas équipés pour affronter les champs de mines et les canons anti-chars de la ligne Mannerheim, excepté l'un d'eux. Le char KV allait connaître l'un de ses premiers succès lors de la guerre contre la Finlande, car il était très efficace pour détruire les tranchées et les bunkers finlandais, ce qui eut un gros impact sur la bataille. Mais c'est la seule histoire satisfaisante de ce conflit du côté russe. Ils perdirent des centaines de chars, leur aviation fut inopérante car la plupart de ces combats se déroulaient au nord du cercle polaire arctique, durant la nuit polaire, ce qui empêchait l'utilisation des avions. Les Finlandais se déplaçant à ski étaient très mobiles et menèrent des combats acharnés sur la ligne Mannerheim. En dépit de la résistance féroce des Finlandais, l'armée rouge brisa la ligne Mannerheim en février 1940. Malgré la contribution du KV à ce succès, ses performances au combat révélèrent un certain nombre de défauts. Outre un membre d'équipage supplémentaire pour décharger le chef de char, le KV avait besoin d'un canon plus gros capable de perforer les bunkers. Mais un canon plus gros signifiait monter une tourelle plus large. Le KV-1 fut ainsi adapté, et le résultat donna naissance au KV-2 surnommé cuirassé par ses équipages. À partir du KV-1, s'est développé un nouveau char à la silhouette massive, le KV-2. Ce fut une réelle tentative pour monter un gros canon sur un châssis de char. Initialement, cela devait être un tube de 122 mm, mais il fut rapidement remplacé par un 152 mm. Monter ce type de canon sur le châssis du KV-1 signifiait évidemment que le centre de gravité et tout l'équilibre du char, ainsi que son poids, seraient fortement modifiés. L'ajout d'un canon plus gros changea radicalement la forme du KV. Sa tourelle agrandie permettait d'accueillir 6 membres d'équipage. Son canon principal était un obusier de 152 mm secondé par 2 mitrailleuses de 7,62 mm.
Le blindage du KV était épais de plus de 110 mm. Il partageait avec son prédécesseur le moteur V2 diesel et développait 600 chevaux de puissance. Le KV2 avait une autonomie de 200 km avec une vitesse maximale sur route de 26 km/h. Opération Barbarossa. Le véritable baptême du feu des KV arriva en 1941. Malgré le pacte de non-agression qu'ils avaient signé, Hitler ne faisait pas confiance à Staline et décida de frapper le premier. Baptisant cette opération Barbarossa, Hitler lança la plus ambitieuse attaque de toute la Seconde Guerre mondiale. Pour défaire l'armée rouge, l'Allemagne déploya une force de 3 millions d'hommes, soutenus par des centaines de milliers de véhicules blindés, chevaux et avions. Leurs objectifs étaient de prendre Leningrad, Moscou et Kiev. Les principaux chars de combat allemands étaient les Panzer III et IV. Mais en dépit de cette démonstration de force, Hitler ne s'attendait pas à devoir combattre durablement. Ces Panzers avaient démoli tous les chars alliés qu'ils avaient rencontrés jusqu'à présent. Il pensait que la Russie, une nation inférieure, était tout simplement incapable de produire quoi que ce soit susceptible de rivaliser avec la technologie allemande. Alors qu'elle attendait l'arrivée des forces germaniques, l'armée rouge déploya ses KV et son principal char moyen, le T-34. Lorsque les troupes allemandes rencontrèrent ces deux chars, leur surprise fut immense. La première réaction des Allemands face au KV fut la consternation et dans certains cas la panique. Les Allemands voyaient cet énorme char grondant, tantôt en mouvement, tantôt immobile, au carrefour des routes, et quelle que soit la munition qu'il tirait dessus, elle n'avait aucun effet et rebondissait à chaque fois. Il y eut des cas où les KV pénétraient lentement dans les rangs serrés des chars allemands, et ceux-ci, incapables de faire autre chose que demi-tour, avançaient de concert en restant derrière. Situation incroyable et génératrice de panique. Le message que les Allemands reçurent en juin-juillet 1941 n'était pas que les Russes avaient un excellent char multirôle très mobile, qui était le T-34. Ce qu'ils apprirent, c'est que les Russes avaient un char extrêmement protégé, le KV, et que ce blindage ne pouvait être perforé par les munitions des canons anti-chars de 37 mm ou de 50 mm, ni par aucun canon armant leur propre char. Les Allemands réalisèrent rapidement qu'il n'y avait que peu de manières d'attaquer et de détruire un KV. L'une était simplement de le submerger par le nombre, tirant simultanément de tous les côtés. L'autre méthode, plus fiable, était d'utiliser les canons anti-aériens de 88 mm, mais dans ce cas, les artilleurs devaient mettre en batterie le canon et régler la visée. Une manœuvre très longue dans le feu de l'action. Alors le char KV força l'armée allemande à reculer, réalisant l'importance de réétudier ses propres chars et de créer un blindé qui y corresponde. En 1942, l'armée d'Hitler avait progressé très en avant dans les terres soviétiques, prenant villes, villages et agglomérations. Des centaines de milliers de prisonniers avaient été capturés et un nombre incalculable de soldats étaient morts au combat. Mais la bataille faisait toujours rage. Hitler pensait que la défaite de l'armée rouge était possible, mais qu'elle dépendait d'une marche assurée et ininterrompue. Il savait que son armée n'avait pas le temps de rester bloquée dans une bataille et qu'échouer dans le nord de la Russie se solderait aussi par une défaite dans le sud. Mais l'incroyable robustesse du KV devint une épine dans le pied du Führer.
Les troupes allemandes rapportaient encore et encore comment le KV avait empêché leur avance et leur frustration à être incapables de le détruire. Les Allemands auraient peut-être dû prendre conscience plus tôt de la menace russe. À la fin des années 30, les deux puissances avaient tenté un hasardeux partenariat. Chacune avait exprimé son désir mutuel de contrôler la Pologne et elles avaient travaillé étroitement ensemble afin de trouver une entente pour se partager son territoire. Chacune avait été dans le secret des affaires de l'autre, de même que de ses capacités militaires. On dit que lors de cette alliance germano-soviétique très superficielle où les deux pays cherchèrent à se partager la Pologne, une délégation russe de l'arme blindée visita les usines de chars allemands et se virent montrer le Panzer IV, auquel ils réagirent en demandant « Vous n'avez rien de plus gros que ça ?» Et les Allemands de répondre par la négative, en tout état de cause, laissant les Russes suspicieux, pensant qu'on leur cachait quelque chose. Pour eux, les Allemands avaient forcément un char plus gros que le Panzer IV. Les Russes étaient en train de développer le KV et le T-34, qui étaient tous deux considérablement plus lourds que le Panzer IV. Le KV n'était pas seulement résistant aux obus, il pouvait également franchir n'importe quel obstacle. La découverte de la puissance du KV par les Allemands les fit passer de la consternation à la panique totale. Le plan d'Hitler pour prendre Moscou avant le début de l'hiver fondait comme neige au soleil et de plus en plus de KV apparaissaient sur le chemin des Allemands, ralentissant de manière insupportable leur progression. Et pour ne rien arranger, le froid cisaillant de l'hiver russe allait bientôt entrer en scène. L'armée allemande n'était pas préparée à une guerre hivernale. Les panzers tombaient continuellement en panne, ne pouvant affronter la boue et la neige, sans parler de leurs moteurs à essence incapables de démarrer par les températures très basses. Il n'y avait pas d'antigel, leurs armes ne fonctionnaient plus, et il n'y avait même pas assez de ravitaillement pour nourrir et habiller les soldats allemands. Tous ces problèmes retardèrent la marche sur Moscou et donnèrent aux Soviétiques un répit suffisant pour renforcer les défenses de la capitale. Néanmoins, la situation restait précaire pour l'armée rouge. Alors que de nouvelles divisions de chars étaient utilisées pour défendre la ligne de front, les chefs soviétiques devenaient de plus en plus conscients que leurs équipages de chars étaient très peu opérationnels et incapables de contrôler leurs engins efficacement. À cause des purges iniques de Staline les années précédentes, il n'y avait plus d'entraînement sérieux et plus personne n'avait de connaissances ni d'expérience suffisante pour former les nouvelles recrues. Après avoir mis au point ces incroyables engins, le concept opérationnel dans son entier, la capacité à l'appliquer, l'entraînement nécessaire et la formation des officiers instructeurs avaient été balayés, ce qui sous bien des aspects rendait tout cela inutile. Tout ce qui restait, c'était les chars. À cette date, l'entraînement des sous-officiers et des soldats du rang était réduit à 1 heure sur les chars, au bout de laquelle on attendait de vous que vous puissiez conduire un KV ou un T-34, ce qui était totalement inefficace, même quand vous étiez transféré de l'infanterie ou de la cavalerie. En ce qui concerne les officiers subalternes, beaucoup de sous-lieutenants et de lieutenants n'avaient guère plus d'entraînement sur les chars au niveau tactique, que ce soit individuellement ou en peloton. Il en allait de même pour la formation des équipages, situation qui s'est prolongée jusqu'à la fin de 1942. En dépit de l'inefficacité des équipages de chars soviétiques, Moscou était sécurisé face à une invasion de l'Axe, au moins pour un temps. Mais au nord de Moscou, un autre danger grave faisait son apparition. À la fin 1941, Leningrad était encerclé par les troupes allemandes. Son invasion imminente créa l'anxiété au sein de la hiérarchie soviétique, non seulement pour des questions territoriales, mais surtout parce que Leningrad était le centre de la production des chars KV. Pour Staline, il s'agissait de parer à l'impensable. En un sens, la période la plus dangereuse pour les Russes arrivait à l'automne-hiver 1941-42.
Les usines de construction de chars furent transférées en Sibérie et dans l'Oural. Et la production ne pourrait pas reprendre avant le printemps 1942. Comment les Russes allaient-ils survivre alors qu'ils ne pouvaient plus produire de chars pendant 6 à 9 mois? La Russie garda la tête haute face à l'invasion allemande. Bien qu'il dût se débrouiller sans un approvisionnement de KV de remplacement, Staline savait que son pays aurait dû produire un surplus de chars pour maintenir le nombre de KV en service durant la suspension de la production. Pour couronner le tout, les défauts du char commençaient réellement à apparaître à la mi-1942. Le KV-2, malgré son incroyable silhouette, était limité sur plusieurs points capitaux. Par exemple, les roulements à billes qui étaient utilisés sur les tourelles n'étaient pas réellement efficaces avec le type et le poids du canon. Même si la tourelle pouvait tourner sur 360 degrés, elle ne pouvait seulement le faire que lorsque le char était à l'arrêt sur un terrain plat. Bien qu'il fût à la base un char très impressionnant, il souffrait de sérieuses limitations. Il était armé d'un canon très puissant, mais difficilement utilisable sur le terrain. Il fallait s'arrêter pour tirer. Il est incroyable que les Russes, qui remplacèrent le Reinhardt par le T-34, aient eu l'idée de mettre en service le KV-2, qui bien sûr était un châssis de KV-1 avec une grosse boîte d'acier posée dessus comme une maison de Hobbit avec un canon de 152 mm à l'intérieur. Encore une fois, il était destiné à la destruction de bunkers, mais même les Russes finirent par s'enlacer car il n'y avait pas moyen de le camoufler, quelle que soit sa position, tant il était gros et imposant. Ils finirent même par le détester car il offrait une cible inratable au canon allemand. Il était le résultat d'une certaine idéologie au sein de l'armée rouge, selon laquelle tout ce qui était fabriqué par l'Union soviétique était forcément bon. Après avoir échoué à conquérir la Russie en 1941, Hitler dut réévaluer ses options. Il ne pouvait pas se permettre de lancer une seconde attaque à la même échelle, mais il ne souhaitait pas rester sur la défensive et voulait consolider ses gains. Alors que 1942 s'écoulait, l'armée rouge commença à contre-attaquer, infligeant de cinglantes défaites aux Allemands à Stalingrad et aux portes du Caucase. Ces défaites entamèrent sérieusement la foi de l'armée allemande en son invincibilité. Mais la Wehrmacht était loin de s'avouer vaincue. Une brutale contre-attaque à l'été 1942 allait suffire pour rappeler à Staline que la guerre n'était pas perdue. Puis encore, elle marqua un tournant pour le KV. Le véritable chant du cygne sonna pour le KV lors de la bataille de Kharkov à l'été 1942, lorsque les KV furent déployés en grand nombre, et ce fut un désastre pour les Russes. Ils réalisèrent à cette occasion combien le KV était vraiment trop difficile à utiliser pour servir en tant que char de combat. L'un des problèmes du KV résidait dans sa lenteur et son poids, et il semblait évident qu'on ne pouvait pas passer sur un pont avec un char de 45 tonnes sans le détruire. Ainsi, il fut très compliqué de mener des opérations impliquant les KV de concert avec les T-34. Ce qui poussa les Russes à déployer les T-34 seuls, privés de l'appui de très nombreux KV. Apparut alors une nouvelle source d'espoir pour l'armée allemande, sous la forme d'une réponse à la menace des KV. En 1941, les Allemands sont stupéfaits par la qualité des chars russes. Le KV, le T-34 sont mécaniquement largement meilleurs que n'importe quel char allemand. Ils ne sont pas aussi bien mis en œuvre, mais en termes de canons et de blindage, leur capacité dépasse de loin celle de leurs homologues allemands. Entre juin 1941 et l'été 1943, les Allemands firent tout ce qu'ils purent pour répondre aux Russes, en termes de qualité, si ce n'est de quantité. Ils essayèrent de construire des chars aussi bons que les T-34 et KV. Ainsi naquit le Tigre, cherchant à offrir le même type de protection balistique que le KV et armé d'un canon capable de perforer aussi bien le blindage du KV que du T-34. C'était un 88 mm à haute vitesse initiale, idéal pour détruire les chars. Le Tigre était plus qu'un challenger au KV russe.
Mais à Koursk, les Allemands s'aperçurent qu'ils ne pouvaient rivaliser avec le nombre gigantesque de chars déployés par les Russes sur le champ de bataille. Le plan originel était franchement suffisant. En juillet 1943, Hitler reconnut qu'un saillant soviétique avait été formé autour de la ville de Koursk. Ce saillant créait un renflement dans le front allemand de près de 200 km de large et de 75 km de profondeur. Le gros de l'armée rouge stationnait dans ce renflement. Pour Hitler, c'était une opportunité à ne pas manquer. Il ordonna à son armée d'écraser ce saillant et d'engager tous les tigres dans la bataille. Ce fut néanmoins contre l'avis de ses généraux qui argumentèrent que le nombre de tigres ne permettait pas de garantir un succès décisif. Peu importait. Dans ce qui allait devenir l'une des plus importantes batailles de l'histoire et la plus grosse bataille de chars de toute la guerre, les équipages soviétiques se trouvèrent face aux tigres. Conséquences. Hitler avait pris un gros pari à Koursk et l'avait payé cher. Tout espoir de vaincre avec certitude dans l'Est avait été anéanti. Mais ces pertes ne pouvaient pas être entièrement mises sur le compte du nombre de chars engagés de chaque côté sur le champ de bataille. La victoire soviétique à Koursk fut aussi le résultat d'une révolution silencieuse qui eut lieu au sein de l'armée rouge. À la mi-1943, l'armée soviétique était toute différente de celle que les Allemands avaient attaquée en 1941. Staline avait été forcé de réorganiser ses troupes, vu l'humiliante performance de son armée cette année-là. Il avait remplacé son cercle de courtisans par des généraux honnêtes, et le rôle de commissaire avait été réduit de façon à ce que les soldats puissent à nouveau faire preuve d'initiative. Le népotisme avait finalement cédé la place à la méritocratie. Les divisions motorisées de l'armée rouge furent également réorganisées le long des lignes allemandes, le T-34 ouvrant la voie comme blindé soviétique de premier choix. Au fil du temps, le KV devenait de moins en moins utile. Et ce pour une raison essentielle. L'initiative ayant basculé du côté russe, le KV n'était pas un char idéal pour passer à l'offensive. Ils continuèrent cependant à le produire car les chaînes de montage existaient. Étant toujours en service, il pouvait être modernisé. Il fut surblindé. C'était le même char mais amélioré. En définitive, il devint si lourd qu'il ne pouvait plus travailler avec le T-34. Ils l'affectèrent alors à des unités séparées. Les Russes pensaient toujours en termes de chars lourds. Finalement, le char lourd Joseph Staline entra en service, ce qui allait être le dernier char russe le plus moderne. En résumé, c'était un KV, juste un meilleur KV, mieux protégé, avec une meilleure transmission, un meilleur canon, une meilleure tourelle, mais finalement toujours un KV. La série IS. Le basculement de la guerre et la menace du Tigre poussèrent les ingénieurs soviétiques à développer une version modernisée du KV. Elle apparut en 1944. Elle fut baptisée IS, comme Staline. Et elle évolua progressivement pour devenir in fine le char qui allait libérer la Russie. Le premier d'entre eux fut le KV-85, armé du nouveau canon de 85 mm, monté sur une tourelle modifiée. Ce fut une machine intermédiaire développée pour pallier divers inconvénients. Néanmoins, une révision de la conception fut entreprise. Globalement, la partie motrice du KV et le châssis devinrent la base des chars IS-1 et IS-2. Le développement de la série IS ne débuta qu'en 1942.
Mais à cause des excellentes performances du Tigre lors de la bataille de Koursk, les décisionnaires soviétiques décidèrent de mettre leurs nouveaux chars en production beaucoup plus tôt que ce qu'ils avaient prévu initialement. À peine un an plus tard, les premiers IS sortaient des chaînes de production. Différentes versions du char furent testées, jusqu'à ce qu'en fin de compte, l'IS-2 soit mise au point. En 1944, la production de l'IS-2 était lancée. Il était devenu une valeur sûre de l'arsenal de l'armée rouge. Il symbolisait parfaitement l'évolution de la Russie dans le développement des chars et démontrait sa force face au déclin du rêve nazi. Bien protégé, armé d'un énorme canon, il était extrêmement fiable et ouvrit la voie lors de la victorieuse marche sur Berlin. L'IS-2 fut l'un des chars les plus puissants développés pendant la Seconde Guerre mondiale. Il embarquait un équipage de 4 hommes. La tourelle élargie de l'IS-2 abritait un canon de 122 mm, le plus gros canon jamais monté sur un char de combat durant la guerre. Il était également armé de 3 mitrailleuses de 7,62 mm et une mitrailleuse de 12,7 mm. Son blindage était épais de 160 mm. Mu par le V2 diesel déjà éprouvé, il avançait à une vitesse maximale sur route de 37 km/h avec une autonomie de 150 km. À la fin 1943, les dirigeants alliés, Joseph Staline, Winston Churchill et Franklin D. Roosevelt, se réunirent au Moyen-Orient pour planifier le lancement d'une offensive majeure contre l'Allemagne durant l'année suivante. Il fut décidé que Churchill et Roosevelt mèneraient une offensive alliée depuis les côtes d'Europe occidentale. Baptisée Opération Overlord, l'attaque pousserait les forces de l'Axe vers l'Est, jusqu'à l'intérieur du territoire allemand. De même, Staline promit de lancer sa propre offensive au moment de l'invasion alliée. L'opération Bagration fut finalement lancée le 22 juin 1944, au 3e anniversaire de l'invasion d'Hitler en Russie. La force engagée par les soviétiques alignait 1 700 000 soldats, appuyés par 6 000 avions, 24 000 pièces d'artillerie et près de 3 000 chars. L'attaque détruisit le groupement Centre, libérant Moscou des griffes de l'Axe, marquant la plus cuisante défaite subie par les Allemands durant toute la guerre. Elle coûta à l'Allemagne plus d'hommes et de matériel que lors de leur célèbre siège de Stalingrad, et l'IS-2 participa à ce châtiment cinglant. L'opération Bagration démarra en juin 1944. Cette opération devait coïncider avec les débarquements alliés du 6 juin en Normandie. En réalité, Staline, toujours prudent, attendit 2 semaines avant de lancer son offensive pour voir comment les Alliés s'en sortaient dans l'opération Overlord. Mais à la fin juin, les Soviétiques lancèrent une série d'offensives avec plus de 9 attaques séparées, engageant massivement les chars. Les unités de chars lourds russes eurent un terrible impact. Et l'opération Bagration était en passe de devenir un succès à la fin de l'été et à l'automne 1944, libérant la plupart des États de l'Union soviétique et repoussant les armées allemandes au-delà des frontières orientales de l'Europe. L'histoire a montré comment les forces allemandes furent finalement vaincues par les Alliés et comment la Russie pourchassa son ennemi en déroute jusqu'à Berlin, où les dernières velléités d'un Reich de 1000 ans furent écrasées en mai 1945. Après la mort d'Hitler et l'écartèlement de la capitale allemande, le char IS poursuivit une carrière florissante. Ironie du sort, l'engin qui avait aidé les Russes à défaire l'ennemi nazi fut également celui qui allait menacer le bloc de l'Ouest durant les années de la guerre froide. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et leurs alliés occidentaux n'avaient rien à lui opposer. Connu sous le nom de T-10, il resta en service au sein de l'armée rouge jusqu'à la fin des années 60. Le KV fut l'un des chars les plus utilisés par l'armée soviétique lors de la Seconde Guerre mondiale. Lors de sa conception en 1939, il était l'un des plus avancés au monde.
Il apparut comme un atout de grande valeur lors de la célèbre campagne de Finlande et il fit ses preuves en stoppant l'avance des Allemands aux portes de Moscou. Mais à la mi-1943, il était devenu un poids et son rival allemand constituait une sérieuse menace pour l'armée rouge. Sans se décourager, les ingénieurs soviétiques y virent une opportunité de transformer le KV en un char qui repousserait définitivement les armées d'Hitler jusqu'à Berlin. Le KV-1 pouvait traverser n'importe quoi et il terrifia les Allemands. Le seul problème était que les KV n'étaient pas disponibles en nombre suffisant et qu'ils étaient difficiles à déployer. Ils étaient si gros et si lourds qu'ils franchissaient difficilement certains obstacles. Malgré un excellent moteur, le KV souffrait d'énormes problèmes de transmission. Pour changer de vitesse, il fallait arrêter le char, ce qui fait que malgré sa rapidité, il atteignait rarement sa vitesse maximale. Le KV souffrait de la comparaison avec le T-34. Le KV n'était pas aussi rapide, il était très compliqué à mettre en œuvre, n'avait pas un meilleur canon ni un meilleur moteur, n'était pas plus facile à utiliser d'un point de vue tactique, mais il restait toujours dans la course, bien mieux que n'importe quel autre char allemand ou britannique en 1941.